Association des professionnels de santé publique. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Le Sénégal est dans une phase descendante de la pandémie du coronavirus. Chaque jour, on enregistre de moins en moins de cas. Est-ce à dire que nous sommes hors de danger? Il est clair qu'on est dans une phase descendante, c'est clair. Il est également clair que ce virus semble avoir perdu en virulence. Il tue moins de par le monde. Au Sénégal, nous sommes à un taux de létalité de moins de 2%. C'est le rapport du nombre de décès sur le nombre de cas. Oui. Et ce taux est à moins de 1% en France, quoi qu'on en dise. Nous sommes dans une phase descendante, il faut s'en réjouir. Il ne faut pas pour autant baisser les bras et déposer les armes. Qu'est-ce qui l'explique selon vous? C'est la dynamique de toute épidémie. Toute épidémie a un début, un plateau et une fin. Un plateau plus ou moins long en fonction de plusieurs facteurs, dont les facteurs, évidemment, l'intervention humaine, la prévention, la prise en charge des cas, mais aussi la dynamique propre du virus. Un virus, il apparaît, il se transmet, il se propage et il disparaît. Ou bien il reste, en tout cas, quelque part, mais très discret. Alors, donc, il ne faut pas se dire que c'est une maladie, c'est une épidémie. Et comme toute épidémie, il y a une phase ascendante, il y a un plateau plus ou moins long, il y a une phase descendante. Alors, comment apporter un éclairage pour la conscience collective ou la conscience populaire? Le taux de létalité a baissé partout ailleurs, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Et par contre, le virus continue à exister. Et ça dit que c'est une cohabitation éternelle qui s'est installée aujourd'hui. Ah non, on espère que ça ne va pas être éternel. C'est une question. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec votre question. Les agents pathogènes, les virus, les parasites, les bactéries, ont leur cycle de vie comme nous avons notre cycle de vie. Il y en a qui naissent, d'autres qui meurent. Il y en a qui causent des maladies, d'autres qui ne causent pas de maladies. Nous avons des milliards et des milliards de germes, des virus et des bactéries surtout, mais également des parasites dans notre organisme, qui vivent avec nous en permanence depuis notre naissance jusqu'à notre mort, et même après notre mort. Alors l'objet c'est le taux de létalité a baissé, oui. et ça se poursuit maintenant. Quel est le comportement qu'il va falloir adopter? Est-ce qu'il faut réduire sensiblement les gestes barrières ou les renforcer? C'est ça le fondement de la question. Le fondement, par rapport à ce contexte, à cette nouveauté, à cette nouvelle réalité, comment est-ce qu'il faudrait se comporter? C'est-à-dire, ce virus est venu, à mon humble avis, avec plusieurs messages clés. Les mesures d'hygiène, c'est des mesures pérennes. Se laver les mains, éviter la promiscuité. C'est des choses pérennes. Le port du masque, on va y revenir. Mais les mesures de lavage des mains, éviter la promiscuité, je crois qu'il faut qu'on reste désormais avec ces réflexes. Parce que ça va être la fin du coronavirus, ça ne va pas être la fin des maladies transmissibles. Et surtout, ça c'est mon opinion, on est au début d'un compagnonnage avec les épidémies zoonotiques, les maladies qu'on partage avec les animaux. Qu'est-ce qui l'explique? Plusieurs facteurs l'expliquent. Des phénomènes environnementaux, la nature qui recule de plus en plus, la déforestation, les feux de brousse qui font que les animaux se rapprochent des humains, la cohabitation avec les animaux sauvages, la consommation de viande d'animaux sauvages, et surtout la suppression des frontières. Cette maladie, elle ne vient pas du Mali ou du Burkina Faso, elle nous vient de Chine. Et
plus les moyens de communication et de transport vont se développer, plus vite les maladies transmissibles vont se propager. Et ce seront des maladies communes à l'homme et à l'animal des zoonoses. Il faut qu'on s'y prépare. Donc, lavage des mains. On est donc rattrapé par notre animalité. Peut-être pas par notre animalité, mais par notre gestion désastreuse de notre écosystème. C'est la gestion de l'écosystème qui explique en grande partie l'émergence des zoonoses. Alors, il y a Cheikh Doudou Mbaye qui est expert en santé publique basé à Bruxelles qui évoque une tendance baissière diplomatique et religieuse. Selon lui, le Sénégal chercherait à réintégrer l'espace Schengen puisque l'Europe a fermé ses frontières au Sénégal et à côté, nous avons le Magal et les autorités veulent mettre les autorités religieuses de Touba devant leurs responsabilités pour que demain, s'il y a explosion de cas, qu'on mette ça sur le dos de la communauté de Touba. Est-ce que vous partagez sa façon de voir les choses? Je ne peux pas partager ou ne pas partager. Je n'ai pas ces compétences-là de juger le poids de ces facteurs politico-diplomatico-religieux. Je suis médecin, je me limite à mes compétences. Mais est-ce qu'on a les vrais chiffres? Puisqu'à côté, le Sénégal avait pris l'option de ne plus prendre en compte, ou en tout cas de ne plus tester les cas contacts. Aujourd'hui, cela est avéré. Donc si on se met seulement à tester que des personnes qui ont des symptômes, est-ce que quelque part on n'a pas plusieurs Sénégalais qui souffrent aujourd'hui de la maladie? Il ne faut pas se faire d'illusions. Même aux États-Unis, en France ou ailleurs, il y a toujours un taux plus ou moins grand de personnes non dépistées. C'est comme ça. Il y a toujours soit des porteurs asymptomatiques, soit des malades qui ne sont pas identifiés. Pour en revenir aux chiffres du Sénégal, personnellement, je pense que ce sont des chiffres sincères. Pour avoir travaillé dans ce milieu, je sais que le Sénégal a un système de surveillance et de notification qui est fiable et que le Sénégal a des partenaires assez regardants, en l'occurrence l'Organisation mondiale de la santé, qui reportent chaque jour les chiffres collectés au niveau pays. Quel a été votre apport en tant qu'association dans la lutte contre cette pandémie? L'apport s'est situé à plusieurs. D'abord, c'est un apport que je suis en train de faire en communiquant. Nous avons également inspiré le ministère dans certaines de ses décisions. Nous avons fourni des notes techniques à monsieur le ministre de la Santé. Nous avons également mis à la disposition du ministère de la Santé via l'Organisation mondiale de la santé, du personnel, des épidémiologistes, membres de notre association, pour aider notamment au système d'information, donc à la gestion du système d'information. Alors, professeur, sur le comportemental aujourd'hui, on devrait aller vers quoi? Nous apprenons la nouvelle, nous la confirmons, nous l'acceptons. Nous sommes Sénégalais, nous avons vécu la pandémie. Elle s'est considérablement affaissée, entre guillemets. Alors le comportemental pour les Sénégalais, ça devrait être quoi aujourd'hui? Le comportemental, c'est d'abord garder les mesures barrières. Il faut porter le masque, il faut garder la distance, il faut se laver les mains. On le répète sans arrêt depuis 8 mois. On n'en est pas encore à suspendre ou à arrêter ces mesures. Il faut également vivre, il faut que les gens se voient, il faut que les activités sociales et économiques surtout, je suivais tout de suite les responsables du secteur du tourisme, se plaindre disant que les affaires ne marchent plus. Tout ça ne peut pas continuer. Quand on parle de problèmes de santé publique, je crois l'avoir déjà dit ici, il y a également des déterminants socio-économiques qui interviennent dans l'éclosion des problèmes de santé publique. Donc, on ne peut pas se cantonner au tout médical et dire qu'il faut. Non, il faut également que les gens vivent, il faut que les gens continuent de gagner leur vie. On ne peut pas ne pas
Voilà, professeur, j'ai envie de vous faire revenir sur ce qui s'est passé, notamment les prévisions de l'OMS qui faisaient état d'une razzia au plan africain. Ça n'est pas suivi ces estimations. C'est lié à un hasard, c'est lié à une réalité zonale, climatologique. Qu'est-ce qui explique justement le fait que la pandémie n'ait pas décimé une partie de l'Afrique, ou en tout cas une bonne partie, comme prévu par les spécialistes de l'OMS? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, personnellement, c'est un avis personnel, je n'ai jamais cru à ces projections catastrophistes qui étaient basées sur des modélisations, sur des modèles mathématiques. Et ces modèles mathématiques ont montré leurs limites ces dernières années dans les prévisions des épidémies. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Comment expliquer la relative, disons, le fait que l'Afrique soit relativement imprégnée? On n'a pas de certitude, mais on a des hypothèses. Il y a le climat, donc la chaleur, l'humidité, plus sèche, enfin la sécheresse plutôt dans certains pays d'Afrique. Ce sont des hypothèses. Il y a aussi, dit-on, des facteurs immunologiques. Le fait qu'en Afrique, on ait été en contact avec on soit en permanence en contact avec une multitude de micro-organismes a pu faire qu'une immunité croisée ait pu se développer et nous protéger de façon connexe contre le coronavirus. Donc voilà déjà 3 hypothèses. Il y en a peut-être d'autres. Aucune de ces hypothèses n'a été vérifiée à ce jour. Et les constats qui renvoient à un hasard où si on met une photo sur les pays les plus touchés, ce sont financièrement les plus puissants. Oui. Quand on prend le cas de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui a été le pays le plus touché et qui, financièrement, économiquement, est la plus grande nation africaine. Ailleurs, c'est le même cas. Qu'est-ce qui explique que les riches soient atteints et les pauvres non, entre guillemets? Bon, je préfère qu'on parle plutôt de niveau de vie ou bien de statut immunologique. Je pense que c'est plus correct que de parler de richesse et de pauvreté. De façon générale, c'est valable pour les maladies transmissibles comme pour les maladies non transmissibles. C'est vrai que ce sont ceux qui sont socio-économiquement les plus défavorisés. Les plus défavorisés. Et c'est même valable pour les maladies non transmissibles, qui sont de plus en plus les plus atteints. Alors, dans le cas d'espèce, ce que je vous ai dit reste valable, qu'il y a des hypothèses. Est-ce le climat? Est-ce la température? Est-ce surtout une plus grande résistance aux infections? Vous savez que les maladies les plus importantes dans les pays en développement, en particulier en Afrique, c'est les maladies infectieuses, les maladies transmissibles. Et à chaque fois qu'on contracte une maladie transmissible, l'organisme se défend. À force de se défendre contre une palette de micro-organismes, nos organismes ont peut-être développé aussi, peut-être sans le savoir, des armes contre le coronavirus. C'est l'hypothèse la plus plausible. Et entre autres, je vous ai cité 3 ou 4 hypothèses, et c'est l'une des hypothèses qui semble actuellement la plus, disons, la plus plausible, la plus raisonnable. Et où en est la recherche actuellement? On était en train de se dire peut-être d'ici 8 mois ou une année, on aura un vaccin. Est-ce qu'on a évolué Je sais qu'il y a des candidats vaccins, c'est comme ça qu'on les appelle, sérieux. Il me semble que récemment, la Russie a déclaré avoir trouvé un vaccin et que les pays occidentaux ont contesté plus ou moins cette trouvaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que développer un vaccin, ça prend énormément de temps. C'était autour de 10 ans avant Ebola. C'est Ebola qui a permis de mettre en place des procédures pour raccourcir les processus de fabrication, de sélection, de recherche sur les vaccins. Donc c'est il y a 4-5 ans qu'on peut espérer avoir des vaccins dans l'année ou dans les 2 ans. Ce virus, on vit avec lui depuis 7-8 mois. Oui. Donc ce n'est pas encore trop
je trouve même que c'est un peu tôt d'annoncer un vaccin. Parce que pour trouver un vaccin, ça suit un long cheminement. Il faut l'essayer sur des animaux, ensuite l'essayer sur des êtres humains, vérifier que les effets secondaires sont moins importants que les bénéfices qu'on puisse en tirer avant de pouvoir dire qu'on a un vaccin commercialisé. Ailleurs, on a eu de nouvelles vagues de contamination, comme c'est le cas dans certains pays en Europe. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour que l'Afrique ne soit pas confrontée à ce genre de cas de figure, puisqu'on sait que nos systèmes sanitaires ne sont pas assez puissants pour faire face à une pandémie de ce genre? Alors, il faut d'abord comprendre qu'on parle de resurgence, etc. Il faut comprendre que beaucoup de virus, dont le virus de la grippe, ce sont on parle d'épidémie justement parce qu'il y a des recrudescences annuelles. Est-ce que ça va être le cas du coronavirus? On ne le sait pas encore. On sait qu'il y a une seconde vague qui s'explique par le fait... Est-ce que c'est le virus qui a muté ou... Non, ça s'explique simplement parce qu'on a baissé les mesures barrières. C'est aussi simple que ça. Les gens ont repris le travail, ils ont recommencé à aller dans le métro, etc. C'est seulement ça, à mon avis, qui explique cette recrudescence des cas. Mais ces cas, ils touchent de plus en plus des jeunes et les sujets touchés sont de plus en plus asymptomatiques, ce qui est quand même important à noter. Et il y a de moins en moins de décès. Il y a de moins en moins de malades hospitalisés. Donc, quand même, il y a des bonnes nouvelles dans cette... Alors, on va revenir un peu sur l'aspect des vaccins, pour revenir un peu sur la corporation, un peu, parce que il nous arrive de voir des publications, quand les recherches sont produites, il y a des publications. Le constat, c'est qu'il y a toujours des confrontations, des remises en question de la véracité, de la scienticité même de certaines trouvailles. Et on sait également que les enjeux géopolitiques influent un peu sur l'aspect médical. C'est le cas pour la Russie. Nous n'ignorons que la Russie est au centre d'un combat contre l'Europe. On ne va pas revenir, ce n'est pas le débat. Est-ce que la médecine, pour ne pas dire les docteurs, ne doit pas changer de paradigme et revenir dans une sorte d'indépendance qui les éloignerait de ces éventuels pièges? Oui, vous avez raison d'évoquer ce problème. On croyait, mais moi qui vous parle, je pense que j'ai été pendant très longtemps très naïf de croire que tout était rigoureux, tout était blanc comme neige dans le milieu scientifique. Et l'histoire récente nous a montré que ce n'était pas le cas. Des revues scientifiques qui font autorité, qui sont une revue qui est parmi les 2 les plus cotées au monde, dans laquelle publient les prix Nobel de scientifiques, s'est trouvée mêlée à des histoires de manipulation de données. Donc, c'est un problème éthique. Si on doit... Un problème très sérieux également. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un problème très sérieux, surtout qu'il est avéré qu'il y a eu des enjeux financiers des scientifiques qui ont été mêlés à des histoires de paiement, etc. Et donc, je pense que ce n'est pas un problème seulement médical, c'est un problème de société. C'est un problème de société. La corruption touche le secteur de la santé, touche le secteur pharmaceutique, touche le secteur de la santé publique. C'était connu. C'était connu. Mais on ne s'imaginait pas que ça était d'une telle ampleur. Et surtout, on ne pensait pas que certains milieux scientifiques seraient mêlés à cette histoire. Or, on se rend compte avec beaucoup de surprise, il faut le dire pour ce qui me concerne personnellement, que la corruption n'épargne aucun secteur, personne. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un flirt immense entre le politique et le médical? Flirt immense, je ne sais pas, je ne pense pas. Entre peut-être le politique et l'argent, et entre le médical et l'argent, oui. Mais directement entre le politique et le médical, je pense que quand même qu'on va un peu trop vite en besogne. C'était le cas peut-être avant les grands changements éthiques qu'il y a eu au XXe siècle, les procès de Nuremberg, la déclaration de Helsinki, plus récemment d'autres déclarations qui mettent en place, disons, des règles éthiques à respecter dans le domaine médical.
Mais qu'il y ait une collusion entre les puissances financières, les puissances politiques, les puissances médicales, c'est clair, c'est avéré. Est-ce qu'on peut rêver de voir un jour, nous qui sommes des profanes, qui sommes à la merci du médical, d'avoir un affranchissement du médical vis-à-vis du politique? Mais il faut, je pense que vous avez touché du doigt le problème. Il ne faut pas dire nous qui sommes profanes, non. J'ai l'habitude de dire, même aux patients que je suis ou bien que je rencontre, je dis, vous êtes souverain, informez-vous et prenez vos décisions. Le médecin, il est expert dans son domaine et son rôle, c'est de vous orienter, de vous faire des prescriptions. Vous conseillez? Oui, enfin, ça va un peu plus loin parce que c'est lui qui prend enfin, vous prenez ensemble la décision thérapeutique. Mais il faut qu'il y ait une citoyenneté dans le domaine de la santé publique, dans le domaine médical. Il faut que les citoyens s'informent sur les nouveautés de la science, s'informent sur les actes médicaux, s'informent sur leurs droits. Parce que je me rends compte que beaucoup de patients, beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs droits en matière de santé, en matière médicale. Et même en dehors de la santé, beaucoup de gens ignorent leurs droits. Allez-y. Alors, on termine par un mot sur les rassemblements politiques. Vous étiez en train de suivre tout à l'heure notre édition de 20h. Vous disiez qu'il fallait respecter les gestes barrières et qu'on devrait rester sur cette ligne de conduite. On a vu le chef de l'État dans sa tournée économique, disons, susciter beaucoup de rassemblements. On a vu également le ministre de la Santé dans une manifestation politique. Derrière ce rassemblement-là, il y a encore des gens qui sont sur place et qui ne respectent pas les gestes barrières, notamment le port du masque et autres. Tout à fait. Je ne me prononce pas sur les aspects, disons, politico, etc. Je pense que c'est d'abord un principe. Il faut que les gestes barrières soient mis en œuvre partout et tout le temps. Quels sont ces gestes barrières? C'est le lavage des mains, c'est la distanciation sociale et... oui, vous me faites perdre le fil de mes idées. Dans quelles circonstances ces rassemblements ont été faits, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a entraîné les débordements, je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait des rassemblements de personnes, quels qu'ils soient, surtout que plusieurs de ces personnes, apparemment, ne portaient pas de masque ou avaient enlevé leur masque, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que ces rassemblements soient évités. Et s'ils ne peuvent pas être évités, comme ça peut être le cas dans certaines circonstances, que le port du masque, que le lavage des mains et qu'un minimum de distanciation soit respecté. Merci. Merci beaucoup, professeur Issa Won, le président de l'association des professionnels de santé publique. Merci également à Papis Diaw et à vous qui nous suivez de partout. On revient demain, Inch'Allah, à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de